La foule est l'histoire d'un fait divers. À l'occasion d'un banal accident de la circulation, le récit se développe à partir d'une constatation très courante. La présence sur les lieux d'une catastrophe d'une foule qui se coagule autour des accidentés. C'est là pour Bradbury l'occasion de manifester une des obsessions majeures de notre temps, la pression insupportable sur l'individu d'une collectivité dont les seules lois sont la violence et l'agression. La foule pourrait n'être qu'un récit énigmatique, adoptant le ton et la démarche d'une enquête policière. L'information est dissimulée jusqu'au dévoilement final. La foule est là pour que vivent ceux qui doivent vivre et que meurent ceux qui doivent mourir. Ainsi cette foule est investie du redoutable privilège de l'Atropos antique, la parque qui coupait le fil des vies humaines. Le récit est alors une métaphore de la mort. Et la technique narrative qui module le point de vue est une véritable manipulation du lecteur constamment sollicitée par le réel et le surréel. Car le récit est fait à la troisième personne par un narrateur omniscient, ce qui est logique et vraisemblable, puisque le texte est un récit rétrospectif rapportant la mort du héros. Puisqu'à la fin de la nouvelle, Mr. Spooner est mort, la narration ne peut être faite que par un narrateur étranger au récit, une voix off, mais la narration qui rapporte le monologue intérieur du personnage passe à la première personne et superpose constamment les points de vue jusqu'à la phrase finale « J'ai idée que je serai bientôt un de votre groupe ». Il ferma les yeux et attendit le coroner. Le mourant attend, mais au moment où il attend, il ne peut savoir que le coroner va venir, celui-ci ne se manifestant que dans les cas où il y a mort d'homme. Deux temporalités sont donc ici superposées, et c'est par cette technique du brouillage que Bradbury crée l'effet fantastique. Il y avait le sentiment de mouvement dans l'espace, le cri magnifiquement torturé, l'impact et la chute de la voiture avec le mur. À travers le mur, soulevé, retourné, et retombant comme un jouet, et lui projeté au dehors. Et puis le silence. La foule arriva en courant. Indistinctement, couchés là, il les entendait courir. Il pouvait deviner leurs âges et leur taille par le bruit de leurs nombreux pieds sur l'herbe d'été, sur les dalles du trottoir et sur l'asphalte de la chaussée, choisissant leur passage parmi les briques écroulées jusqu'à l'endroit où sa voiture renversée demeurait suspendue à demi dans le ciel nocturne, les roues tournant toujours dans un absurde mouvement centrifuge. D'où cette foule venait, il ne le savait pas. Il lutta pour demeurer conscient, et les visages de la foule se refermèrent sur lui, inclinés au-dessus de lui comme les grandes feuilles brillantes d'arbres penchés. Il formait au-dessus de son corps un cercle mobile, glissant, changeant, serré, baissé vers lui, regardant, supputant d'après son visage la durée de sa vie ou de sa mort, considérant sa figure comme un cadran lunaire, et la lune projetait sur sa joue l'ombre de son nez, pour indiquer le temps qu'il lui restait à respirer ou le moment de ne plus jamais respirer. Combien rapidement se forme une foule, pensait-il. Elle surgit comme l'iris d'un œil soudain condensé de nulle part. Une sirène, une voix de policier, un déplacement, du sang lui coulant au coin des lèvres, cependant qu'on le transportait dans une ambulance. Quelqu'un dit « Est-il mort ?» Quelqu'un d'autre ? Non, il n'est pas mort. Et un troisième ? Il ne va pas mourir. Et il vit les visages de la foule au-delà de lui dans la nuit. Et il sut par leur expression qu'en effet il ne mourrait pas. Et cela, c'était étrange. Il vit un visage de jeune homme, mince, pâle, alerte. L'homme avala, se mordit les lèvres, semblait avoir très mal au cœur. Il y avait aussi une petite femme aux cheveux très roux, avec trop de rouge sur les joues, avec trop de rouge sur les lèvres, et un petit garçon plein de taches de rousseur. D'autres visages, un vieil homme à la lèvre supérieure toute fripée,
Une vieille femme avec un névus gris sur le menton. Ils venaient d'où, tous? Des maisons, des voitures, des allées, des alentours immédiats et du monde ébranlé par l'accident. Hors des allées et hors des hôtels, hors des tramways et des bus et apparemment hors de rien du tout. Ils étaient venus. La foule le regardait. Et il regarda la foule. Et il n'aima pas du tout ces gens-là. Il y avait en eux quelque chose de mauvais, d'erroné, d'injuste. Ils étaient bien pires que cet événement mécanique qui venait de le blesser. Les portes de l'ambulance claquèrent. À travers les fenêtres, il vit la foule qui regardait à l'intérieur. L'ambulance s'éloigna. Il s'affala en arrière, et leurs visages continuèrent à le regarder en pleine figure, bien qu'il eût les yeux fermés. Les roues de la voiture renversée tournèrent dans son esprit pendant des jours. Les visages de la foule se mêlaient, se mélangeaient, tournoyaient dans la folle rotation des roues. Il s'éveilla. Soleil. Salle d'hôpital. Une main tâtant son pouls. Comment vous sentez-vous? Les roues s'évanouirent. Spalner regarda autour de lui. Il essayait de trouver des mots à propos de l'accident. Docteur. Oui? Cette foule, c'était hier soir. Non, il y a 2 jours. Vous êtes ici depuis jeudi, mais vous allez bien à présent. Vous vous en tirerez le mieux possible, mais n'essayez pas de vous lever. Cette foule... Quelque chose aussi à propos des roues. Est-ce que les accidents rendent les gens quelque peu dingos? Quelquefois, de façon toute temporaire. Il restait là, allongé, les yeux levés vers le médecin. Il arrive que ça décale le sens du temps, de la durée. La panique, quelquefois. Fait prendre une minute pour 1 heure. Ou peut-être fait qu'1 heure ne semble qu'une minute. Oui. Permettez que je vous raconte. Il sentait le lit sous son corps, le soleil sur son visage. Vous allez croire que je suis fou. Je conduisais trop vite, je sais. Maintenant, bien sûr, je regrette. Je suis monté sur le trottoir. J'ai enfoncé ce mur. J'étais blessé et admis assommé, je sais. Mais tout de même, je me rappelle les choses. Surtout la foule. Il s'interrompit un moment, puis décida de continuer, car il venait de découvrir ce qui le tracassait. La foule est arrivée là beaucoup trop vite. 30 secondes après le choc, ils étaient tous penchés sur moi à me dévisager. C'est pas normal que si tard dans la nuit, ils courent si vite. Vous croyez que cela n'a duré que 30 secondes? Il y eut probablement 2 ou 3 minutes. Vos sens... Oui, je sais. Mes sens... L'accident... Mais j'étais conscient. Je me rappelle une chose qui rassemble tout et fait que c'est très bizarre. Ah, Seigneur. Bizarre et salement drôle. Les roues de ma voiture
de ma voiture sans dessus-dessous. Les roues tournaient toujours quand la foule est arrivée. Le docteur sourit. L'homme couché insista. J'en suis positivement sûr, docteur. Les roues tournaient vite. Les roues de devant. Les roues ne tournent pas très longtemps. Le frottement les ralentit, les arrête. Et celle-là tournait très réellement. Vos souvenirs sont troublés. Non, je ne mélange rien. La rue était vide. Pas une âme en vue. Et puis l'accident. Et les roues qui n'avaient pas fini de tourner. Et toutes ces figures au-dessus de moi, arrivées en moins que rien. Et à la façon dont tous me regardaient, je savais que je n'allais pas mourir. Simple ébranlement nerveux. Simple choc. Le médecin s'éloigna dans le soleil. Ils le libérèrent de l'hôpital 2 semaines plus tard. Il rentra chez lui en taxi. « Qu'est-ce qui cloche ?» Le chauffeur tourna la tête. « Excusez-moi, patron. Une foutue ville pour conduire cette ville. L'accident en plein devant. Voulez-vous que je fasse un détour ? » Oui. Non. Continuez. Allons voir ce qui se passe. Le taxi avança en klaxonnant. Drôle d'histoire. Et là, vous, retirez votre taco du chemin. Drôle d'histoire tout de même. Allez, encore un tas de foutus sacs à puce sur la chaussée. Tas de curieux. Spalner baissa les yeux et regarda ses doigts trembler sur son genou. Vous avez remarqué cela aussi ? Pour sûr. Tout le temps. Toujours une foule. On dirait que c'est leur propre mère qui a été tuée. Oui. Ils arrivent terriblement vite. La même chose s'il y a un incendie ou une explosion. Personne en vue. Boum ! Ça applique. Un monde fou alentour. Je comprends pas. Vous avez déjà vu un accident tard le soir ? Pour sûr. Ça n'y change rien. Toujours une foule. Ils se trouvèrent en vue des dégâts. Un corps était sur le pavé. Même si on ne pouvait pas le voir, on savait qu'il s'y trouvait à cause de la foule. Et la foule qui lui tournait le dos à lui qui était assis au fond du taxi. Il ouvrit la fenêtre et fut sur le point de crier à plein gosier, mais il n'en eut pas le temps. S'il avait crié, il se serait probablement retourné. Et il avait peur de voir leur visage. On dirait que j'ai un penchant pour les accidents. Il se faisait tard dans l'après-midi. Un ami était assis en face de lui, dans son bureau, l'écoutait. Et pendant tout le temps qu'ils causèrent, une petite montre tic-taquait à l'arrière de la cervelle de Spalner. Une montre qui n'avait jamais besoin d'être remontée. Le rappel de quelques petites choses, de roues et de visages. Vers 5h30, il y eut dans la rue un bruit métallique, violent et dur. Morgan fit un signe de tête affirmatif et regarda par la fenêtre. Qu'est-ce que je disais ? Des vélos, un camion et une Cadillac crème, oui. Spalner s'était levé et avait gagné la fenêtre. Il faisait très froid et debout, il restait là, sa montre à la main, regardant la petite trotteuse qui indique les secondes. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Les gens qui courent. 8, 9, 10, 11, 12. De tous côtés, des gens qui arrivent en courant. 15, 16, 17, 18. De plus en plus de gens, des voitures, des klaxons. 19, 20, 21 secondes. Et la foule était là. Mais diable de diable, où vas-tu ? Dépêche-toi. Mais prends ton temps. Tu n'es pas un homme en bonne santé. Ils étaient dans la rue, Spalner en tête, frayant le chemin. Il crut voir une femme aux cheveux si roux qu'ils en paraissaient rouges, avec trop de rouge sur les joues et sur les lèvres. Là, tu l'as vu ? Vu qui ? Merde, elle est partie. La foule s'est trompée. La foule était partout, respirant, regardant,
traînant les pieds, se mélangeant, bougonnant, se mettant devant ses pas quand il essayait de se frayer un passage. Évidemment, la femme rousse l'avait vu venir et avait déguerpi. Il retrouva un autre visage familier, un petit garçon marqué de taches de rousseur. Mais il y a de par le monde énormément de petits garçons qui ont des taches de rousseur. D'ailleurs, ça ne servait à rien. Avant que Spalner pût l'approcher, ce petit garçon-là, quel qu'il fût, avait fui et s'était fondu dans la foule. Est-elle morte? Est-elle morte? Elle sera morte avant que l'ambulance arrive. Ils auraient pas dû la bouger. Ils auraient pas dû l'armer. Toutes les figures de la foule, familières, et pourtant non familières, courbées en avant, regardant vers le bas, regardant vers le sol. Bah oui, là, monsieur, bon, c'est de pousser, là. Pourquoi tu te pousses, toi, les copains? Spalner sortit de la masse, et Morgan l'attrapa avant qu'il tombe. Sacré imbécile, tu es encore mal fichu. Quel besoin avais-tu de descendre ici? C'est vraiment pas Morgan. Ils l'ont remué, tu as vu? Quelqu'un l'a déplacé. On ne devrait jamais bouger une victime d'un accident de la circulation. Ça les tue. Ça les tue. Oui, c'est vrai, mais c'est ce qu'ils font le plus souvent, les idiots. Spalner disposa soigneusement les coupures de journaux. Morgan regarda. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des coupures et des photos relatives à des rencontres d'auto. Tiens, regarde-les. Pas les voitures. Les gens autour des voitures. Là. Regarde. Tiens. Compare cette photo d'une collision dans le district de Wisconsin avec cette autre prise dans le district de Westwood. Aucune ressemblance. Bon. Mais à présent, prends celle de Westwood et mets-la à côté de celle prise dans le district de Westwood il y a 10 ans. Cette femme est sur les deux photos. Coïncidence, elle s'est trouvée là en 1936 et de nouveau en 1946. Coïncidence, je veux bien une fois. Mais 12 fois en une période de 10 ans quand les accidents arrivaient dans un rayon atteignant parfois 3000, alors non. Regarde. Il distribua, comme il aurait distribué des cartes, une douzaine de photos. Elle est dans toutes celles-ci. C'est peut-être une pervertie? C'est pis que cela. Comment se trouve-t-elle là tout de suite après chaque catastrophe? Et pourquoi porte-t-elle les mêmes vêtements sur des photos prises tout au long d'une décade? Diable de diable, en effet, elle est le même. Et dernier point d'interrogation, pourquoi était-elle penchée sur moi la nuit de mon accident, il y a 2 semaines? Ils se versèrent un verre. Morgan examina les fiches. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es adressé à un service de coupure pendant que tu étais à l'hôpital afin de rechercher pour toi ce genre de photos dans les journaux vieux de 10 ans et moins? Spalner hocha la tête affirmativement. Morgan vida son verre. Il se faisait tard. Les réverbères s'allumaient dans les rues en bas du bureau. À quelle conclusion tout cela aboutit-il? C'est pas, excepté qu'il y a une loi universelle concernant les accidents. La foule se rassemble. Ils se rassemblent toujours. Et tout comme toi et moi, les gens se sont toujours demandé, une année après l'autre, pourquoi ils se rassemblent si promptement et comment. Et j'ai trouvé la réponse. La voici. Il lança les coupures sur la table. Ça m'effraie. Ces gens ne pourraient-ils pas être des chercheurs d'émotions, des amateurs de sensations avec un goût féroce du sang et de la morbidité? Mais cela expliquerait-il leur présence à tous les accidents? Remarque, ils se tiennent à des territoires déterminés. Un accident de Brentwood Park, un seul groupe aussi, pas un autre. À Huntington Park, un seul groupe encore, mais pas le même. Mais il y a une norme pour les visages, un certain pourcentage figure à chaque accident. Ce ne sont pas uniquement les mêmes visages, n'est-ce pas? Évidemment non. Les accidents attirent aussi des gens normaux dans le cours du temps, mais les autres, c'est facile à voir, sont toujours les premiers sur place. Mais ils ont une chose en commun, ils s'amènent toujours ensemble. À un incendie ou une explosion, dans les à-côté d'une guerre, à n'importe quelle démonstration publique de cette chose qu'on appelle la mort. Des vautours, des hyènes ou des singes. Je ne saurais que choisir, je n'en sais absolument rien. Mais je vais ce soir même à la police avec mon dossier. Il y a assez longtemps que ça dure.
C'est l'un d'eux qui ce soir a déplacé la femme blessée. Il n'aurait pas fallu la toucher, ça l'a tuée. Il mit les coupures dans sa serviette. Morgan se leva et enfila son manteau. Spalner fit claquer la serrure de la serviette. Ou alors... Je viens de penser à quelque chose. À quoi, par exemple? Peut-être qu'il désirait qu'elle meure. Pour descendre en ville, Spalner roulait avec lenteur. « J'ai envie d'arriver là-bas », se dit-il, vivant. Il fut légèrement choqué en vérité, mais pas tellement surpris quand le camion déboucha d'une allée, droit sur lui. Il était précisément en train de se féliciter sur son sens aigu de l'observation et d'expliquer mentalement ce qu'il allait expliquer verbalement à la police quand le camion percuta en plein dans sa voiture. Ce n'était pas sa voiture en réalité. Et c'était bien ça la pensée démoralisante. Tout préoccupé de cette idée, il fut lancé d'abord dans un sens, puis dans l'autre, cependant qu'il se disait « C'est une honte. Voilà Morgan qui me prête sa seconde voiture jusqu'à ce que la mienne soit réparée, et ce n'est pas long, je me retrouve dans le bain. » Le pare-brise rebondit en arrière et lui martela le visage. Plusieurs fois, il fut ainsi projeté d'avant en arrière et d'arrière en avant avec la rapidité de l'éclair. Puis tout mouvement s'arrêta, et tout bruit s'arrêta, et seule la douleur l'emplit tout entier. Il entendit des pieds qui couraient. Il tripota la portière de la voiture, le déclic joua, et il s'affala sur la chaussée comme un homme ivre, une oreille contre l'asphalte, à les écouter venir. Puis, faiblement, attentif, il fit rouler sa tête de côté et, visage tendu, regarda. La foule regardait. Il sentait leurs haleines, les odeurs mêlées de beaucoup de gens qui suçaient et suçaient encore l'air dont un homme a besoin pour vivre. Ils se serrèrent et se bousculèrent et râpèrent et sucèrent tout l'air autour de sa figure haletante jusqu'à ce qu'il essaie de leur dire de se reculer, qu'il l'obligeait à vivre dans le vide. Sa tête saignait énormément. Il tenta un mouvement et constata qu'il y avait quelque chose de démoli dans son échine. Il n'avait au fond pas senti grand mal au moment même du choc, mais sa moelle épinière était endommagée. Il n'osait plus risquer un nouvel essai de mouvement. Il ne pouvait parler. Sa bouche ouverte, rien n'en sortit que des hauts-le-cœur. Quelqu'un dit « Prêtez-moi la main. Nous allons le faire basculer et le caler dans une position plus confortable. » La cervelle de Spalner éclata. Non, ne déplacez pas. Ne bougez pas. Nous allons bouger. Idiot, vous allez me tuer. Mettez-vous tranquille. Mais il ne parvenait pas à le dire tout haut. Il cria. Il voulut crier du moins. Mais une nausée étouffa son gargouillis. Ils l'étendirent tout droit comme un piquet dans une agonie de souffrance. 2 hommes s'en chargèrent. L'un, un jeune homme pâle, alerte. Le second, un vieil homme à la lèvre supérieure toute fripée. Il avait déjà vu leur visage auparavant. Une voix familière questionna. Est-il mort? Une autre voix, une voix mémorable, répondit. Pas encore, mais il sera mort avant que l'ambulance arrive. Ils étaient tous autour de lui, juges et jurés, avec les physionomies qu'il leur avait déjà vues. À travers les élancements de sa douleur, il compta leurs figures. Le petit garçon, aux taches de rousseur, le vieil homme à la lèvre supérieure fripée, la femme aux cheveux trop roux, aux joues trop rouges, la vieille femme
avec un névus gris sur le menton. Je sais pourquoi vous êtes ici, pensa-t-il. Vous êtes ici, comme vous vous trouvez à tous les accidents, pour être sûr que vivent ceux qui doivent vivre et que meurent ceux qui doivent mourir. C'est pour ça que vous m'avez soulevé. Vous saviez que cela me tuerait. Vous saviez que je vivrais si vous me laissiez en repos. Et c'est comme ça, depuis que le temps a commencé, quand les foules s'agglomèrent. Vous assassinez beaucoup plus facilement ainsi. Et votre alibi est toujours simple et commode. Vous ne saviez pas qu'il est dangereux de déplacer un blessé. Vous n'aviez aucune intention de lui nuire. Il les regarda penchés sur lui. Et il était aussi curieux qu'un homme en eau profonde qui regarderait les gens sur le pont. Piétiner les gens pour être sûr qu'ils mourront, c'est ce que vous faites. Je sais tout de vous. C'était comme un monologue poli. Ça ne disait rien. Des figures. Le vieil homme, la femme aux cheveux longs. Quelqu'un ramassa une serviette. C'était qui, ça? C'est la mienne. Ce sont des preuves assemblées contre vous tous. Les yeux penchés, vus à l'envers, au-dessus de lui. Des yeux brillants sous des cheveux emmêlés ou sous des chapeaux. Des visages. Quelque part, une sirène. L'ambulance arrivait. Mais considérant les figures, la construction, le moule, la forme des visages, Spalner vit qu'il était trop tard. Il le lut sur leur physionomie. Il savait. Il tenta de parler. Quelques syllabes passèrent. On dirait que je vais vous rejoindre. J'ai idée que je serai bientôt un des vôtres, un de votre groupe. Il ferma les yeux et attendit le coroner. C'était Histoire fantastique, choisi par Hélène Offray et Arlette Dave. Aujourd'hui, La foule de Ray Bradbury, avec Benoît Alman, Yves Bureau, Marcel Charvet, Philippe Moreau. Prise de son Myron Mearson. Montage Philippe Leduc. Assistant John Andréau. Réalisation Arlette Dave.